Donc, je m'appelle Philippe Douillet, je suis chargé de mission à l'ANACT. En deux mots, l'ANACT, donc, je vous rappelle, un établissement public administratif sous tutelle du ministère du Travail. Et nous sommes, c'est ça l'originalité, gérés paritairement par les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés. Ce qui nous donne une dimension forte sur la question d'intervention et en tenant compte du dialogue social. Alors, depuis 3 ans, nous avons une convention avec la DGAFP, une convention cadre, qui a suscité notre intervention, ou en tous les cas cadré aussi nos interventions, ANACT et les ARACT en région. Et nous avons de l'ordre entre 100 et 150 interventions par an à la demande des structures publiques ces demandes ont beaucoup augmenté ces dernières années, venant des 3 versants de la fonction publique et beaucoup sur la question des risques psychosociaux liés notamment à des transformations, des conduites du changement. Donc c'est un petit peu à partir de cette expérience de terrain aussi que, à la fois de nos discussions nationales avec des ministères, avec la DGFP, mais c'est aussi à partir de notre connaissance du terrain, d'intervention, que j'ai construit cet exposé. Je ne vais pas détailler évidemment ici, dans le temps qui est imparti, comment construire en détail une démarche de prévention, une démarche de qualité de vie au travail, mais je vais essayer de développer quel est l'enjeu finalement de peut-être de passer des RPS à une démarche qualité de vie au travail, quelle est l'opportunité, quels sont les risques aussi, mais quelles sont les opportunités pour les acteurs de la fonction publique d'avancer sur cette approche qualité de vie au travail. Premier point très rapide, eh bien, redire, et vous le savez tous, vous êtes, je pense, la plupart ici déjà des acteurs dans le champ santé, prévention, qualité de vie au travail. Et donc, vous savez très bien que depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les questions de conditions de travail se sont posées de façon différente, parce que le travail a changé, parce que les conditions du travail ont changé. Et c'est vrai tout à fait dans la fonction publique, évidemment, le service public a changé, on y reviendra beaucoup, mais aussi sans doute de nouvelles façons de poser ces questions. Alors, si on reprend depuis les années 2000 et un petit peu plus, 2004, eh bien, on a d'abord été sur les questions de stress au travail. Vous vous souvenez tous des suicides chez France Télécom, tous les sujets qui ont été, et plein d'autres sujets, plein d'autres événements qui ont créé véritablement un vrai travail en Europe entière et en France sur ce sujet. Et à ce moment-là sont arrivés, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure très rapidement, notamment l'accord européen sur le stress, et qui s'est traduit 4 ans après, 2008, par l'accord national sur le stress interprofessionnel sur le stress. Et à ce moment-là, peut-être vous vous en souvenez, un certain nombre de travaux, il y a eu le rapport Nass-Légeron qui a été un peu le début de la prise en compte de la question du stress, ce qu'on appelait à l'époque. Ensuite, tout un tas de travaux, évidemment, à ce moment-là, des chercheurs, des organismes de prévention, de l'ANAC, de l'INRS, enfin, tout un tas de structures, de chercheurs, de préventeurs, des syndicalistes, des directions d'entreprise. Et on a bien vu que cette approche, je dirais, par le stress, qui était une approche quand même très axée sur l'individu, au fond, former l'individu, travailler sur les causes des difficultés, était quand même beaucoup liée à une vision où l'individu est fragile face aux transformations, et il faut l'armer en quelque sorte, et l'armer face à cette transformation, l'aider. Et bien évidemment, l'ANACT et d'autres organismes, on a plaidé par une approche qui touchait plutôt aux questions de transformation du travail et transformation des organisations qui étaient d'abord les causes essentielles des difficultés que rencontrent les agents. Et donc du coup, cette notion de risques psychosociaux, on pourrait discuter du concept, effectivement, qui est discuté au niveau européen, mais en tous les cas, je crois qu'il avait le mérite de mettre l'accent sur les risques provoqués par les conditions d'exercice du travail, par les transformations du travail. Sans doute, il y avait des dimensions individuelles, mais il y avait d'abord des questions à traiter du côté de l'organisation du travail. Et puis, un certain nombre de travaux, quelques années après, vous voyez, on est en 2010, ont commencé à dire finalement peut-être l'approche uniquement santé est insuffisante. Et je fais référence ici au rapport bien-être et efficacité du travail, ce qu'on a appelé le rapport Lachmann, peut-être vous vous en souvenez, je devrais être tout à fait exact pour dire rapport Lachmann-Pénicaud, notre ministre du Travail, et Larose de la CGT, et qui a commencé à dire finalement il faut beaucoup travailler sur les questions de management, un élément très important, et il faut beaucoup lier la question de la prévention à la question aussi de l'efficacité des organisations. Et que finalement, et c'est aussi l'objet de tous les travaux qui ont été ensuite produits,
Je pense au rapport Golac, vous connaissez ce rapport, avec les 6 familles de facteurs de risque, qui ont bien montré qu'il y avait un ensemble de choses qu'on devait traiter, qui allaient depuis l'intensité du travail, la question d'intensité du travail, aux questions d'éthique, aux questions de valeur, aux questions de conduite de changement, et qu'il fallait travailler ensemble ces sujets. Et puis ensuite, différents travaux, je pense aux travaux d'Yves Clos en France, qui ont été très, très, très importants, qui ont développé cette question de qualité du travail, qualité empêchée, et en tous les cas que la santé se construisait réellement beaucoup par le fait de pouvoir faire un travail de qualité dans lequel je me reconnais. Évidemment, un élément extrêmement important et qui a beaucoup de sens dans toutes les activités de travail, mais qui a beaucoup de sens dans le service public, puisqu'on verra que la question du service au public est une question majeure, à la fois de bien-être évoqué par les agents, mais aussi de mal-être lorsque ce n'est pas possible. Et puis je dirais qu'est arrivée ensuite la qualité de vie au travail, qui a été beaucoup portée par l'ANAC, pas seul, mais qui finalement est comme un point d'achèvement temporaire peut-être, mais en tous les cas d'aboutissement de ces questions-là, avec, je reviendrai un petit peu là-dessus en détail aussi, finalement le constat que effectivement la société, les acteurs sociaux, parlons des entreprises en général, hein, les acteurs publics aussi, s'étaient beaucoup mobilisés sur le sujet des risques psychosociaux, mais qu'on était, c'est un peu ce qui a été dit ce matin, finalement encore peut-être un peu à côté de la plaque, au sens qu'on ne touchait pas aux vraies transformations des organisations, on n'était pas assez en amont, et la qualité de vie au travail veut aller plus en amont, et veut aussi prendre en compte peut-être d'autres aspects qui étaient peut-être pas assez pris en compte. Je pense à la question de l'égalité professionnelle et à la question surtout de l'équilibre des temps vie privée, vie professionnelle, qui aussi, là aussi, il y a des demandes différentes. On y revient. Donc voilà, peut-être une forme de résumé, de synthèse un petit peu, comment dans la société française, mais aussi comment plus précisément dans les entreprises, je dirais, dans les milieux des préventeurs, l'évolution s'est faite. Alors, évidemment, la fonction publique n'est pas en dehors de cette évolution. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la fonction publique ? Eh bien, la fonction publique, avec un certain retard, c'est tout à fait clair, mais on verra que ce retard a été quand même pas mal rattrapé, a travaillé sur ces questions-là. Et vous voyez, vous vous souvenez donc l'accord de 2008 sur le stress dans le secteur privé. Eh bien, on est arrivé à l'accord sur la prévention des risques psychosociaux en 2013, donc 5 ans après. La fonction publique a eu déjà besoin de structurer son système de santé et de prévention. Et il y a eu un accord tout à fait fondateur, vous le savez, en 2009, qui a organisé la prévention. Et finalement, en 2013, accord tout à fait, il y a tout un tas d'autres accords qui sont cités ici, une négociation, hein, une forte période de négociation nationale, tout à fait inédite par rapport aux périodes antérieures, enfin en tous les cas beaucoup plus forte. Et donc, on a eu cet accord sur la prévention des risques psychosociaux, signé par 8 organisations sur 9, donc c'est quand même tout à fait notable. Et puis, assez rapidement derrière, finalement, est arrivée cette négociation. Je n'ai pas mis la même couleur parce que l'accord n'a pas été signé, donc il faut respecter la réalité de la situation. Vous voyez, à peu près 2 ans après, cette négociation qui a failli aboutir sur la qualité de vie au travail. Donc vous voyez que la fonction publique, finalement, a aussi s'est mobilisée un petit peu sur le même trajet, je dirais, un petit peu que ce que l'on a vu auparavant, dans des conditions un petit peu différentes. Et puis, il y a eu plein de plans d'action ministériels. Je les ai un peu dispersés parce que certains avaient commencé déjà bien avant 2013, beaucoup. Et puis, il y a eu beaucoup d'actions de la DGFP en particulier sur ce sujet, des plans d'action, des formations, des outils, des guides, un travail absolument considérable. Donc, c'est intéressant, je pense, de reprendre un petit peu cette histoire et de voir comment la fonction publique aussi, d'une façon en parallèle un petit peu de ce qui s'est passé dans l'ensemble des entreprises et du système économique français et social, eh bien, a aussi fait cette évolution. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des démarches RPS ? Donc, vous êtes, je pense ici, la plupart, vous êtes engagés fortement dans des démarches RPS. Eh bien, on peut dire que, et là j'évoque un petit peu un travail que nous avons fait à la demande de la DGFP, qui nous a demandé en 2016 de faire une évaluation qualitative, un bilan qualitatif de l'accord de 2013
sur les RPS de la fonction publique. Et nous avons fait, avec divers collègues, un travail d'enquête, de terrain, de questionnaire, etc., auprès de différentes structures publiques, des 3 versants de la fonction publique. Donc là, le champ était très large, donc il faut être prudent sur les conclusions qui seraient un peu trop resserrées, je dirais. Et qu'est-ce que nous avons constaté très rapidement? Eh bien, premier point, une prise de conscience vraiment très significative. Sans doute que vous l'avez vu, la fonction publique a réagi, l'accord a été signé 5 ans après celui du privé, mais en tous les cas, par contre, la mobilisation là, a été extrêmement rapide par tout un tas d'actions de formation nationales, locales, et si on va sur le terrain, dans des directions départementales interministérielles, je suis allé dans des hôpitaux, etc., dans plein de structures, on retrouve des gens qui ont été formés sur ce sujet, nombreux, qui font des actions, qui ont eu des plans d'action, qui ont fait des diagnostics. Réellement, une prise de conscience absolument considérable, des managers aussi, de l'encadrement, qui a vraiment beaucoup progressé sur, en gros, une vision du travail qui n'est plus celle peut-être d'avant, mais une vision où les questions du travail, des enjeux pour les agents eux-mêmes et de tout ce que le travail comporte, je crois, est mieux pris en compte. Alors évidemment, quand on va dans toutes les structures publiques, ça ne va pas vous étonner, hein, évidemment, on constate des contextes de réorganisation absolument considérables, réorganisation sur réorganisation, technique, informatique, numérique, organisation des missions, organisation du périmètre d'action, etc. Et donc, il est un peu difficile de faire ce bilan sans que les acteurs nous disent déjà leurs difficultés, à la fois sans doute tout ce qui a été fait, mais aussi leur difficulté de se repérer, bilan après bilan, on n'a même pas le temps de se poser, on passe à autre chose, etc. Et des questions, des pertes de sens, on y reviendra. Et qu'est-ce que l'on constate? Globalement, on a su analyser les risques psychosociaux dans la fonction publique. En tête des petites structures administratives, des collectivités locales, etc. Je pense aux centres de gestion qui ont fait énormément de choses aussi. Il y a eu des diagnostics de qualité là-dessus, qui ont utilisé les méthodes reconnues, des questionnaires, des outils d'analyse, des entretiens, des groupes de travail paritaires, des CHSCT tout à fait de compétences. Hein. Et donc, du coup, de nombreuses actions ont été sur la dimension, au fond, toutes ces structures, on sait aujourd'hui où est le problème. On sait quels sont les types de problèmes. On ne peut pas l'ignorer, aussi bien les directions que les représentants du personnel que les agents. Mais évidemment, ça ne suffit pas de savoir où est le problème. Ce qu'on peut constater, c'est effectivement, s'il y a eu des actions nombreuses, globalement, elles restent, ça a été dit tout à l'heure, on est en phase, en prévention secondaire et tertiaire. Des cellules d'écoute, on sait faire. Des cellules psychologiques, on sait faire. On sait faire de la formation sur RPS, mais difficulté à aller plus loin. Beaucoup de formation, on sait faire. Plus ou moins, en tous les cas, on a essayé de faire le document unique, mais avec le risque de tomber parfois dans le formalisme, mais ça n'a pas produit beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Finalement, des situations d'essoufflement importants. On a mis beaucoup d'énergie, et qu'est-ce que ça donne? On n'est pas sûr que la situation des agents se soit améliorée, voire le contraire. Les résultats ne sont pas évidents. Et puis, entre-temps, il y a eu tellement de changements. J'ai fait un certain nombre de travaux dans les hôpitaux. Je suis retourné voir des démarches en s'intéressant aux actions qui avaient été annoncées il y a 2-3 ans. Le service n'est plus du tout le même, réorganisé 3 fois entre-temps. Les acteurs ont changé, donc beaucoup de difficultés. Donc à la fois, et on voit bien qu'on est resté un peu à côté des réorganisations massives. Je ne parle pas forcément des réorganisations nationales, mais de toutes les réorganisations après locales qui s'en sont suivies. Et on est un petit peu à côté de ces réorganisations qui sont pourtant celles qui impactent évidemment le plus le travail. Et en même temps, on a je crois, on a soulevé en quelque sorte de fortes attentes pour les agents qui nécessitent de continuer à agir et qui nécessitent de continuer à agir et à prendre en compte un certain nombre de choses. Donc l'hypothèse majeure qui ressortait de ce travail, c'était ce qui a été dit tout à l'heure, hein, je ne vous êtes pas tout à fait étonné, on sait réparer, en gros, on sait réparer, on sait prendre en compte, on sait comprendre où sont les difficultés, on sait construire des mesures un peu d'urgence en quelque sorte, mais grande difficulté de passer du diagnostic au plan d'action en pression primaire, alors que les attentes des agents sont toujours très importantes. Et je voudrais juste faire un petit zoom sur cet aspect-là, parce que ça me semble très important et un élément
tout à fait porteur dans notre dynamique, celle que l'on souhaite en tous les cas, qu'on soutient en intervenant dans les organisations publiques, autour de l'engagement des agents. Je fais référence juste à plusieurs travaux qui ont montré à quel point, finalement, pour les agents publics, avoir les moyens de faire un travail de qualité, un travail qui a du sens, être auprès des agents, des usagers et de pouvoir les renseigner, pouvoir répondre à leurs demandes, c'est quelque chose qui est absolument capital. Et donc là, il y a un travail qui a été fait en comparaison des trois versants de la fonction publique, c'est assez intéressant, mais qui disent à peu près la même chose. Il n'y a pas de grosse différence entre les trois versants de la fonction publique. Et on voit que, vous voyez ici, réapparaissent les choses qui sont les plus importantes en termes de bien-être pour les agents, faire un travail de qualité qui a du sens, et les questions des relations de travail, des collectifs de travail, qui sont évidemment extrêmement importants. Je ne détaille pas, mais vous voyez qu'à l'intérieur, évidemment, il y a des choses qui vont avec. Et aussi cette question des exigences émotionnelles et des violences, qui effectivement est très importante. Donc en conclusion, sur ce point-là, et je fais référence aux travaux de Luc Rouban, qui est un chercheur qui travaille beaucoup sur la question de la fonction publique, qui dit finalement, et ça pose des questions sur les questions par exemple de rémunération individuelle, ce qui compte c'est finalement dans la fonction publique, ça peut être vrai aussi dans le secteur privé en partie, mais cette dimension d'appartenance à un collectif, de participer à une action qui a une cohérence, une utilité sociale, c'est vraiment ce qui compte et ce qui fait finalement la qualité de vie au travail, fondamentalement, des agents sur laquelle il convient de travailler. Voilà un petit peu au fond, vous voyez, RPS, on a fait un saut, vous avez fait un saut, la fonction publique a fait un saut considérable en termes de connaissances, de formation, d'analyse, en termes de prise en compte d'un certain nombre de choses, mais on voit bien qu'on est dans une situation qui est un peu limitée. Alors dans la fonction publique, je vais être extrêmement modeste en faisant un tour d'horizon des grandes évolutions de la fonction publique. La fonction publique de demain, mais on pourrait dire vraiment celle d'aujourd'hui déjà, qui est en train de changer. Alors, j'ai mis juste en dessous le lien avec quelques éléments de bilan de rapport, il y en a très nombreux, mais il y a tout un tas de transformations qui sont, vous savez, en cours. Évolution des attentes, des attitudes des usagers, interroger des responsables des ACSEM, des gens des écoles, de l'université, des gardiens de prison, etc. Évidemment, les publics ne sont pas du tout les mêmes. L'évolution du numérique. Il y a des évolutions aussi internes à l'administration, qui sont évidemment les contraintes budgétaires, mais aussi la diversité des populations, avec des populations jeunes qui n'ont pas effectivement forcément les mêmes besoins. J'étais l'autre jour dans un hôpital où on évoquait les demandes des médecins, qui sont tout à fait des jeunes médecins, qui ne sont pas du tout les mêmes en termes d'équilibre de vie que des anciens. Le vieillissement de la population, qui est un élément aussi évidemment important. Et puis, évidemment, toutes ces réorganisations, cette évolution des missions du cadre d'exercice, et puis aussi un certain nombre d'évolutions RH qui sont portées par la DGF. Alors, si on prend tout ça, je fais référence, je ne vais pas développer, au rapport du 16, de janvier 2017, du Conseil économique et social et environnemental. On retrouve c'est des analyses assez intéressantes des transformations du monde public. J'insisterai peut-être sur deux points. La dimension de la transformation numérique, qui évidemment, je pense par exemple au ministère de la Justice, aujourd'hui, il y a des programmes absolument considérables qui changent évidemment le rapport à l'usager d'une façon considérable. La question de la performance des organisations publiques, qui évidemment reposait beaucoup dans les réformes aujourd'hui, avec parfois la mise en concurrence. Je travaille avec des responsables d'universités l'autre jour. Évidemment, il y a des concurrences entre les universités privées, publiques et entre universités qui changent le travail des chercheurs d'une façon considérable. Et l'idée je trouvais intéressant, que je n'ai pas le temps de développer, de comment on passe progressivement, sans doute, d'un fonctionnaire sujet, finalement, qui applique les directives administratives, à un fonctionnaire plus citoyen, qui a aussi un avis et des choses à dire sur le fonctionnement de son service. Alors, dans ce cadre-là, on voit bien que les actions RPS ont vraiment permis d'avancer, mais d'une façon qui est limitée. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce qu'il suffit d'entrer par les difficultés, par les risques, par la souffrance au travail, ou aussi de travailler plutôt aux conditions qui permettent un véritable engagement, puisqu'on a bien vu que ce qui fait la qualité de vie au travail des agents publics, c'est de pouvoir servir le public et de rendre un service de qualité. Donc comment on peut construire ces possibilités d'engagement et d'implication des agents?
comment on peut aussi, du coup, intégrer ces questions-là dans les choix stratégiques et dans les projets, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Évidemment, si on fait de la QVT, je dirais, au niveau très local et qu'en même temps, il y a des transformations nationales qui arrivent et qui bouleversent absolument tout, on est sans doute en partie à côté de la plaque et il faut évidemment réfléchir à les différents niveaux de transformation. Et du coup, ça veut dire aussi, d'une façon plus précise, comment associer, élargir le champ des acteurs. Autrement dit, notre proposition autour de la qualité de vie au travail, et ce qu'on essaie de faire dans un certain nombre de structures, c'est de dire, au fond, sur ce sujet que vous avez, OK, bien sûr, il faut le médecin, bien sûr, il faut le préventeur, mais sans doute, ce n'est pas suffisant. Si on veut véritablement travailler en avant, il faut aussi, évidemment, les organisateurs du travail. Il faut les gens qui portent la qualité, qui portent la performance. Et dans les structures publiques, à l'hôpital, il y a maintenant il y a depuis un certain temps des directeurs de la qualité des soins qui organisent beaucoup de choses. Eh bien, il faut évidemment que ces acteurs-là soient partie prenante et qu'on n'en reste pas à uniquement le champ de la prévention qui risquerait, bien sûr, l'impliquer à fond, bien entendu, mais qui risquerait d'être finalement celui qui vient secourir ce que l'on est en train de rendre un peu difficile par ailleurs. Et donc, on plaide évidemment pour des processus qui vont élargir le champ des acteurs et permettre des expérimentations, permettre une évaluation partagée en liant les questions de qualité de service et de travail. Alors, j'en viens à mon dernier point, qualité de vie au travail. Au fond, la nouvelle stratégie qui est proposée, que nous proposons, c'est finalement une autre façon de poser les problèmes. C'est bien de travailler sur les mêmes questions, qui sont celles de santé au travail, d'égalité professionnelle, de télétravail, d'organisation très précises, mais peut-être de les poser dans une démarche un petit peu différente, en liant qualité de service, et donc en liant la question de la société, qui forcément viennent jusque dans, alors particulièrement dans le service public, qui viennent jusque dans le travail concret, puisque vous avez les usagers avec leurs différentes attentes. Je lisais un article l'autre jour tout à fait intéressant. La CFDT a produit un travail qui s'appelle « La parole des agents, le trésor public » et qui fait remonter un certain nombre de témoignages extrêmement précis des agents sur leur travail. Eh bien, on voit bien que, par exemple, je crois que je ne sais plus quelle personne qui dit « Ma bête noire, c'est sur Internet. C'est Internet quand les usagers viennent avec plein de renseignements. Et moi, ce n'est pas tout à fait pareil. Et du coup, là, je suis en difficulté. » Donc voilà, en essayant de prendre en compte ces différents éléments-là, en prenant en compte le besoin de sens du travail, d'autonomie, évidemment extrêmement important, de mobilité, de marge de manœuvre, et puis la question de la qualité de service. Je donne un exemple pour ne pas rester dans des choses trop théoriques. Par exemple, on a fait un travail, la RACT de la région Rhône-Alpes-Auvergne, avec l'université de Savoie-Mont-Blanc. Eh bien, il y avait des tensions, des conflits sur un certain nombre de choses. Eh bien, ils ont souhaité travailler plus précisément sur l'accueil des étudiants en première année. On sait que c'est une difficulté. Il y a énormément d'étudiants, évidemment, la quantité, le volume, je dirais, joue. Ils arrivent, ils ne connaissent pas, etc. Et à cette occasion-là, il y avait tout un tas de tensions, de conflits entre les services. Eh bien, vous voyez, au lieu peut-être là de prendre le sujet uniquement tension, conflit entre tel ou tel service, ils ont pris le sujet de la qualité de service, la qualité de l'accueil de l'étudiant en première année. Et en réunissant, bien sûr, les préventeurs, les acteurs concernés par ce sujet, les différents services, en décloisonnant l'action et en réfléchissant comment mieux organiser cet accueil de première année. Et évidemment, vous voyez que là, en quelque sorte, ils ont travaillé sur la question des risques psychosociaux, mais pas d'une façon explicite, affichée dès le départ. Ils ont cherché à améliorer la qualité du service sur un sujet particulier. Et par ce travail-là, ils ont pu travailler sur, effectivement, la meilleure coopération entre les services, les collectifs de travail, les circuits d'information, etc. Alors, d'une façon plus précise, ce grand schéma, en quelque sorte, qui invite à ne pas séparer, finalement, je crois que peut-être la difficulté qui a été celle des sujets psychosociaux et qui a été reconnue par les partenaires sociaux. Moi, j'ai plus travaillé dans le secteur privé là-dessus, sur ce sujet précis, avec les signataires de l'accord interprofessionnel de 2008. Eh bien, ils ont bien vu qu'on risquait de rester avec cette inflation de sujets psychosociaux, finalement, sur les sujets de santé et être à côté des transformations qui se passaient. Eh bien, là, l'idée, c'est de
travailler sur des projets de transformation. Alors là, ça ne manque pas, hein, des projets de réorganisation ou de résoudre un problème. Je vous ai évoqué, par exemple, celui qui était posé de l'accueil, du mauvais accueil des étudiants en première année, d'améliorer la qualité de vie au travail et surtout de s'organiser en ce travail-là en décloisonnant les activités, les compétences, les services, donc en constituant des groupes de travail qui vont faire intervenir les différents services. Et ça, on sait que, en particulier le service public, décloisonner les activités, c'est un sujet important et pas facile. Hein, j'ai fait un certain nombre de travaux de terrain, quand les collègues évoquaient des groupes de travail, quand les agents évoquaient des groupes de travail, souvent ce qu'ils disaient, la chose la plus intéressante, c'est qu'enfin on a discuté avec la gestion ou avec tel autre service, on n'avait pas de coopération entre nous, et on sait ça que c'est une difficulté majeure. Donc en décloisonnant les activités, les compétences, en travaillant, en se ciblant sur le travail réel et son organisation. Donc vous voyez que là, on n'est pas sur des mesures gadgets secondaires du travail, hein. On est vraiment sur le travail et son organisation, et en expérimentant, en acceptant d'expérimenter de nouvelles organisations avec une évaluation qui soit partagée, discutée par les différents acteurs. Bien sûr, et c'est tout à fait central, c'est, je dirais, essentiel dans la qualité de vie au travail, bien sûr, avec la participation active des agents, donc la question de la parole des agents, de leur expérience, de leur participation à ces projets est absolument capitale, et peut-être avec des processus renouvelés de dialogue social en complément des instances, et on appuie aux instances, mais peut-être en complément. En ce sens-là, vous voyez bien que la qualité de vie au travail, c'est un petit peu différent, ce n'est pas complètement la suite des RPS au sens, c'est un nouveau sujet. Voilà, il faudrait maintenant, on s'est occupé des RPS, il faudrait passer à la qualité de vie au travail. Non, bien sûr, on continue de travailler sur les mêmes sujets, mais peut-être dans une démarche qui soit renouvelée et qui permette de mieux faire participer les agents et de travailler à la cohérence entre le sujet du travail et le sujet de la qualité du service public. Voilà ici un petit peu quels sont les éléments que lorsque nous intervenons, nous préconisons. Nous insistons sur la dimension du diagnostic partagé entre les différents acteurs, les partenaires sociaux, sur l'état de la situation, quels sont les problèmes, et la question de l'évaluation. Alors, est-ce que ce sujet-là est complètement ignoré déjà ? Non, heureusement, il y a quand même un certain nombre de choses qui existent dans la fonction publique. Je ne vais pas trop détailler parce que ça sera notamment le cas des ateliers cet après-midi. Dans la fonction hospitalière, sachez qu'il y a déjà beaucoup d'hôpitaux qui expérimentent des démarches qualité de vie au travail. Il y a une directive nationale, enfin en tous les cas un projet national qui est affiché ici, vous voyez, qui est rejoindre la qualité des soins et qualité du travail. Et nous avons, nous, conduit avec plus de 200 hôpitaux des démarches de qualité de vie au travail. Par exemple, installer une médecine ambulatoire, changer un service, déménager un service, sous l'angle d'une démarche qualité de vie au travail, et donc forcément qui prend en compte les risques psychosociaux. Là, en fonction publique territoriale, il y a pas mal d'actions qui se font aussi. Et puis la fonction publique d'État, je pense, a fait un certain nombre de choses sur ce sujet. Dans la stratégie interministérielle, la directive du Premier ministre de mars 2017, il est clairement évoqué que la parole des agents, qu'il faut développer des initiatives qui prennent en compte la parole des agents, l'expression des agents, que ça doit être pris en compte dans le management. Il y a le développement de ce qu'on appelle les COT, les conseillers en organisation du travail aussi, dans les plateformes RH, qui jouent un rôle sur ce sujet-là. Et il y a un certain nombre d'expériences globales sur la QVT ou sur certains points, par exemple d'espaces de discussion où la parole des salariés est beaucoup plus prise en compte. Je les ai évoqués ici. Alors, dernière diapositive de conclusion, je dirais, pour insister sur le fait que pour nous, en tous les cas, l'ANACT, et en tous les cas dans notre coopération avec la DGFP, nous insistons sur le fait que, vous voyez bien que la qualité de vie au travail, telle que l'on définit ici, une démarche n'est pas du tout une démarche gadget. On est loin d'étapes de ping-pong uniquement et puis quelques plantes vertes supplémentaires. Ça peut faire partie du décor et c'est important évidemment, mais on est loin, on touche vraiment, notre souhait c'est de travailler au contraire beaucoup plus en amont sur les questions du travail, les déterminants du travail, comme ça a été évoqué, et les organisations. Et il me semble en conclusion qu'il y a quelques conditions qui sont spécifiques, sur lesquelles je vais dire deux mots quand même. Premier point, c'est, je crois que vous vous êtes tous énormément mobilisés, je l'ai vu moi dans toute la structure, sur la question des démarches RPS. Il me semble qu'il
d'abord faire un bilan de ces démarches, construire ensemble un diagnostic partagé sur les points forts, les faiblesses, qu'est-ce qu'il faut travailler en particulier, me semble un élément très intéressant, très important pour éviter une démobilisation et pour aider au contraire les sujets qui seront travaillés et qui seront à travailler. Deuxièmement, bien évidemment, ça induit la qualité de vie au travail, une évolution des pratiques de management. Ça veut dire que les cadres ont des marges de manœuvre et donnent des marges de manœuvre aux agents. On rejoint la question d'autonomie et qu'il y a une formation des cadres pour cela, qu'il y a une place centrale qui est reconnue à l'expertise des agents et leur capacité de s'exprimer sur le travail. Et ça, ce n'est pas si simple que ça. Il faut créer les conditions du dialogue et de la confiance sur ce dialogue. Et puis qu'on accepte d'expérimenter et d'évaluer. Puis également, bien des conduites de changement qui soient participatives. Et la question, évidemment, se pose au niveau national. Évidemment, pour avoir des démarches de qualité de vie au travail, il faut aussi que le niveau national favorise et autorise cette expérimentation, et au niveau local, avec un certain nombre de moyens. Et puis, donc, dernier point, il me semble que c'est une opportunité pour la fonction publique aujourd'hui, parce que ça pourrait favoriser le renouvellement de l'engagement des agents, favoriser un intérêt sur cette question de qualité de service dans ce contexte de changement complexe, qu'il faut le reconnaître, renouveler peut-être des formes de dialogue social, et puis développer peut-être l'attractivité du service public, qui est une question aussi dans certains métiers. Voilà, je voudrais conclure en disant que vous connaissez la maxime « un problème sans solution est un problème mal posé ». Peut-être que là, la proposition de la QVT, c'est de poser de façon un peu différente le problème pour mieux travailler la question de conditions de travail, qualité du travail et performance du service public. Alors, il y a plusieurs points qui ont été travaillés un petit peu. D'abord, la question, évidemment, de l'engagement des directions. Ça, paraît central, aussi bien dans le secteur privé, d'ailleurs, on le trouve, que dans le secteur public. Il n'y a pas de programme sérieux RPS ou QVT si la direction locale n'est pas elle-même convaincue, soutient, porte le projet. Ça paraît absolument essentiel. Deuxièmement, peut-être une certaine permanence des acteurs, enfin formation et permanence des acteurs. C'est évidemment une difficulté dans les contextes de changement, mais si effectivement on a des acteurs qui ont un turnover trop important, y compris la mémoire de ce qui était fait, de ce qui était construit, eh bien on ne le retrouve pas. Un autre élément, je vais un peu vite, qui paraît très important, c'est la question de mise en réseau de ces acteurs. Je crois qu'on est sur des sujets qui sont complexes, on peut le reconnaître, ce n'est pas des sujets simples. Et quand on a interrogé les acteurs, ils nous disent souvent ce qui était le plus important pour nous, bien sûr c'est le soutien de notre direction, etc., mais c'est aussi de pouvoir aller échanger, pouvoir se trouver dans des réseaux de préventeurs, d'acteurs, etc., pour pouvoir d'autres expériences, etc. Ça, c'est des éléments absolument essentiels, quoi. Après, évidemment, les contextes de changement font que tout ça peut être un peu remis en cause, et donc la question d'arriver à remonter en amont et d'intéresser à ces sujets, pas seulement les préventeurs, pas seulement le médecin, pas seulement le CHSCT, mais les personnes responsables de l'organisation, de la gestion, c'est évidemment tout à fait capital. Ouais, vous avez totalement raison, ça passe aussi par l'incarnation et le changement des postures et des comportements. Et ça, c'est de la conduite du changement tout au long des transformations. Merci beaucoup.